de nouveau sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle interview, je suis accueillie par Anna Jean-Claude qui va nous parler de ses accompagnements de Tana Doula. Anna, bonjour. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir dans votre espace. Vous êtes la bienvenue. Merci. Alors, Anna, on parle d'un mot que peu de gens connaissent, je pense, peut-être un peu plus maintenant, mais qu'est-ce qu'une Tana Doula? Alors une Tana Doula, c'est la contraction de deux mots grecs. Tana, Thanatos, la mort, et Doula, que peut-être vos auditeurs connaissent plus dans le cadre des naissances. Les doulas de naissance sont un peu comme des sages-femmes. Et en tant que Tana Doula, j'aime à dire que j'accompagne la naissance de la mort. C'est le plus beau métier du monde, qui effectivement est très peu connu. C'est un accompagnement fin de vie et deuil. D'accord. Et oui, et c'est un sujet qui malgré tout est encore tabou pour beaucoup de personnes. Énormément. Parce que la mort fait peur. Tout le monde vit comme si nous étions éternels. Oui. La mort, ça concerne les autres. C'est ça. Mais en fait, de bien se préparer à la mort, c'est ce que je dis toujours, oser regarder sa propre finitude en face, c'est extraire le précieux, le sacré, le joyeux de la vie. La mort est vivante et nous sommes vivants jusqu'à notre dernier souffle. Et je vous expliquerai pourquoi après. Cette phrase me tient à cœur. Très bien. Alors, en règle générale, quelles sont les personnes qui s'adressent à vous? Dans quel cadre? Voilà, pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. Des personnes viennent me voir dans le cadre d'une maladie, par exemple, une pathologie. Le plus souvent, ce sont des pathologies neurodégénératives. En tout cas, les personnes qui viennent à moi sont porteuses de cette pathologie-là. Ensuite, évidemment, les personnes en fin de vie, qu'elles soient dans des établissements médicaux ou bien à la maison. Les personnes qui restent, donc ceux qui sont dans le deuil, que j'accompagne dans cette traversée-là. Ou bien, et effectivement aussi, j'ai un volet administratif, j'aide à la rédaction des directives anticipées, donc je peux être à ce moment-là, dans cet espace-là de la préparation, que je recommande tout le monde, de pouvoir mettre par écrit en fait ses dernières volontés et ses directives anticipées. Donc, en fait, tout le monde peut s'adresser à une Tana Doula. D'accord. Alors Anna, quel est votre parcours et comment vous êtes arrivée à cet accompagnement, à ces accompagnements, parce qu'il y en a plusieurs en un seul? Alors effectivement, lorsque je me pose cette question, qu'est-ce qui m'a amenée à être dans cette danse avec la mort quelque part? Parce qu'évidemment, enfant, je me disais pas, quand je serai grande, je serai Tana Doula. Je dois quand même remonter dans l'enfance. Oui. Et c'est probablement un traumatisme d'enfance qui m'a sensibilisée avec cette notion-là. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, je devais avoir 4-5 ans, j'ai été étouffée. Je dormais, j'étais dans mon lit à la maison et une main s'abattait sur ma bouche, je ne pouvais plus respirer, j'étais tirée du sommeil à l'étouffement. Et cette expérience, ces expériences, puisque ça a duré quelques années, évidemment m'ont énormément marquée parce que une fois que j'étais réveillée, je savais que j'allais survivre à ce qui allait se passer après. C'était pas le plus difficile, mais la sensation de mourir, étouffée, m'a vraiment profondément marquée. Et dans ces instants-là, j'ai développé à un âge très jeune la capacité de sortir de mon corps.
d'aller voyager dans d'autres espaces-temps. Et j'ai compris que la mort, en fait, et la vie dansent ensemble. Donc, je l'identifie à ce moment-là de ma jeunesse. Et après, j'ai oublié complètement toutes ces notions-là. J'étais une petite fille, une jeune femme dans un chemin, je dirais, traditionnel. Et le métier que j'ai exercé vers les peut-être 35-40 ans était le métier, et toujours le métier de sophrologue. Et le clin d'œil de l'univers, le clin d'œil de la vie, je me dis, enfant, j'étais étouffée. Adulte, c'est moi qui apprenais aux autres à respirer. Et je trouve que c'est un merveilleux clin d'œil de l'univers. Et alors, comment est-ce que vous êtes passé de sophrologue à Tanadula? C'est Martine. C'est une amie de la famille qui s'appelait Martine, qui m'a permis de comprendre quelle était ma voie, en fait, ma vocation. Martine avait un cancer et elle habitait pas loin de la maison, donc je l'ai accompagnée avec le souffle, avec la sophro. Et comme j'avais également terminé une formation de toucher relationnel, c'est comme du massage, mais très doux, très subtil, très délicat. J'ai accompagné Martine par le toucher. Et Martine, elle m'a fait des cadeaux merveilleux. Je ne sais pas si je l'ai aidée, mais je sais qu'elle m'a fait 2 cadeaux merveilleux. Premièrement, j'ai compris que je pouvais accompagner quelqu'un jusqu'à la mort. J'ai compris que je pouvais regarder un corps qui se délite, qui s'abîme, et un esprit qui s'en va aussi. Et le deuxième cadeau, j'ai compris à ce moment-là que c'était ma voie. Parce que j'étais pas triste de la voir partir, mais tellement heureuse de me sentir à ma place. Une évidence. Une vocation, une évidence, un chemin de vie qui s'ouvrait pour moi. Et lorsque j'ai pris conscience de cette vocation, évidemment, toute ma vie a changé et j'ai commencé à proposer le toucher relationnel et la sophro dans des établissements médicaux. Et la dernière partie, je vais compléter avec ça. J'ai eu à cœur d'aller plus loin dans cet accompagnement et je me suis formée donc au métier de Tanadula parce qu'il y a des écoles qui forment à ce métier. Que j'ai suivi une formation qui a duré 10 mois à peu près. D'accord. Alors, personnellement, j'ai fait une formation d'accompagnement de personnes en fin de vie, puisque j'ai un parcours un peu similaire, avec l'association Jalmalve, où j'allais intervenir à l'hôpital de Grasse. Mais la formation de Tanadula, j'imagine, est très différente. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose parce que, alors déjà moi j'étais thérapeute, c'est pas un prérequis, mais le fait d'être déjà thérapeute pour moi est primordial. Bien sûr. Il y a une grande responsabilité à accompagner l'autre. Et en tant que Tanadula, nous intervenons pas seulement dans la fin de vie, c'est-à-dire que, comme je le disais, dans la maladie, dans la fin de vie évidemment, dans l'accompagnement des proches, faire le lien aussi entre la famille et l'équipe médicale, par exemple, faire le lien entre la personne qui s'en va et sa famille, parce que parfois il y a des compréhensions différentes. Donc c'est plus vaste, et le deuil aussi, c'est plus vaste que ce que Jalmalve propose, qui est excellent, et heureusement qu'il y a ce genre d'accompagnement. Mais c'est dans le cadre de l'hôpital, et pour la plupart du temps, il y avait aussi à l'époque, à l'extérieur, on pouvait aller chez les personnes aussi, mais on va dire, il y avait un cadre. Là, dans ce que vous proposez, voilà, c'est votre côté thérapeutique, c'est votre accompagnement personnalisé pour chaque personne,
Oui, selon les demandes. exactement. Aussi c'est toujours la même personne qui va accompagner. C'est-à-dire, je suis celle qui va accompagner la personne jusqu'à la fin. Oui. Alors que dans des associations comme Jalmav, il y en a d'autres, il y a une équipe qui vient et ce n'est pas nécessairement toujours la même personne. Et ça, c'est primordial parce qu'il se tisse un lien de confiance. Bien sûr. Les personnes me confient des secrets qui ne sont pas révélés au reste de la famille. Ouais. Donc ce lien-là, surtout si la personne présente des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, Huntington ou suite à des AVC, le lien se crée dans la répétition, dans la lenteur, dans la présence, dans le silence, aussi, dans la continuité. C'est cet aspect-là qui fait toute la richesse du métier de thanatonaute. Alors, je ne peux pas vous poser la question de comment se passe une séance parce que il y a effectivement l'accompagnement de la personne elle-même, l'accompagnement de la personne avec sa famille, mais si vous deviez donner des exemples de votre accompagnement, peut-être dans chaque, dans chaque module de l'accompagnement, comment vous pourriez expliquer aux personnes qui nous écoutent? Je dirais un seul mot qui peut paraître très galvaudé, l'amour. C'est avec le cœur que je m'approche, que j'accompagne l'autre. Je dirais un peu dans tous les domaines de ma vie, mais encore plus dans ce domaine-là. La première chose à faire, c'est la connexion au cœur. La technique, l'expérience, c'est parfait. Il en faut évidemment, mais lorsqu'on n'a que de l'expérience, de la technique, des formations qui sont exécutées sans reliance au cœur, le résultat peut même être une forme de maltraitance pour la personne. Et je le constate beaucoup dans les maisons de retraite, les EHPAD dans lesquels j'interviens. Le personnel sait quoi faire, le geste est juste, sûr, mais fait tellement rapidement, sans parler à la personne, que ce geste technique magistralement opéré devient un acte, un geste maltraitant. Oui. Donc, avant toute chose, c'est vraiment se relier à son cœur. Après, j'ai plusieurs petites techniques. Avant d'entrer dans une pièce, je me relie à mon cœur, je m'ancre. Voilà, nous sommes des traits d'union entre la terre et le ciel. Donc, voilà, je reviens dans mon fort intérieur, je respire, je lâche un peu tout ce avec quoi je suis arrivée, tous mes soucis, et ensuite j'entre dans la pièce. J'entre toujours avec les mêmes mots parce que il est très important que la personne sache qui est entré dans la pièce. Et parfois, elle peut être dans un coma ou en sédation, ou elle peut être endormie, ou elle peut évidemment ne plus être en capacité de reconnaître réellement les personnes. Donc là, elle sent l'énergie qui s'avance. Je dis toujours les mêmes mots, différents sur une personne, et je pose ma main toujours au même endroit. Et ça crée une forme déjà de reconnaissance. Le toucher est infiniment doux. Le toucher est le prolongement du cœur, que je pose ma main, sur une épaule, une caresse sur le visage. C'est fait dans une très grande lenteur. Ensuite, il y a la parole. Parce que en fin de vie, les personnes ont besoin d'entendre certaines choses. On pose très souvent la question, c'est quoi la mort? Y a-t-il quelque chose après? Ou des regrets, j'aurais tellement aimé parler à ma sœur, à ma fille.
Et ce qui est important pour moi, c'est de faire abstraction de qui je suis, quelles sont mes croyances, et de me mettre à l'écoute d'être la servante, la doula, hein, qui est la servante, être au service de la personne et de l'accompagner dans son monde intérieur, dans sa cartographie, sans venir interférer avec mes propres croyances. Une autre façon qui me tient à cœur, c'est le silence. Ne rien dire, c'est parfois le meilleur accompagnement. Ouais. Écouter, parce que même si la personne est dans une forme de coma, ouais, je vais synchroniser mon souffle sur la sienne, ce qui en fin de vie peut être challenging, parce ouais, qu'en fin de vie, le souffle peut être un petit peu plus saccadé. Mais le fait de synchroniser ma respiration avec la sienne crée déjà un pont, une reliance. Ouais. Et j'écoute, est-ce que son souffle change? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir chaud ou soif? Est-ce que j'humidifie ses lèvres? Est-ce que je mets de la musique? Parfois, j'ai mes propres enregistrements. Est-ce que je chante? J'adore chanter. Je chante pas très juste, mais je chante ce que j'appelle un langage de lumière ou un langage de l'âme, qui sont, c'est une suite d'onomatopées. Je peux vous en faire un petit exemple, volontiers, parce que c'est pas facile à comprendre quand oui, volontiers, on l'a pas entendu. Ça peut être par exemple, où je lui parle. C'est la vibration, oui, de l'expression de ce que je souhaite partager avec elle, sans passer par le mental. Donc voilà un petit exemple de ce que je fais. D'accord. Alors, comment ça se passe en règle générale entre les familles et vous? Justement, on parlait tout à l'heure des croyances. Il y a parfois des personnes... Alors d'abord, qui vous demande de venir? Si c'est quelqu'un qui est dans le coma, j'imagine que c'est la famille. Mais si c'est la personne malade et que c'est elle qui fait cette demande, comment est-ce que c'est réceptionné par les familles? Quels sont les écueils, les blocages que vous pouvez rencontrer justement par rapport à ce thème, hein, de la mort et des croyances de chacun? La préparation est primordiale, la communication est primordiale. Si c'est la personne elle-même, effectivement, qui va me contacter parce qu'elle a une maladie évolutive, elle sait que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'importe, elle souhaite être accompagnée dans ce dernier passage de vie. Lorsqu'elle est entourée de famille, je lui propose que nous nous rencontrions tous, enfin avec un certain nombre de la famille, pour valider le fait que ce projet soit bien reçu. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ce n'est pas le cas, oui. Donc, nous remplissons, je fais remplir un formulaire dans lequel il va être indiqué la raison pour laquelle j'ai été sollicitée et l'aide que je vais apporter. C'est-à-dire que tout est mis par écrit. Il y a la durée, je m'engage à vous accompagner dans, je ne sais pas, on commence par 3 mois, renouvelable évidemment, mais durant ces 3 mois, je vais vous accompagner de telle et telle façon, des actions qui auront été préalablement définies ensemble. Ça, c'est le premier point important, c'est la transparence, le respect, la dignité, l'honnêteté, l'authenticité. Voilà, ce sont des mots qui me tiennent énormément à cœur. D'accord. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des familles qui s'opposaient vraiment ou qui s'opposaient peut-être au désir de la personne qui était malade ou qui souhaitait cet accompagnement, mais peut-être qui s'opposaient par peur aussi d'aborder ce sujet de la mort, parce qu'il y a toujours ce déni, hein, elle est malade mais elle va s'en sortir. Donc quels exemples vous auriez de
j'ai l'exemple d'une dame qui avait, c'était il y a 2-3 ans, elle avait 78-79 ans. Elle souhaitait se préparer à cette dernière étape. Donc elle m'a contactée pour que nous puissions définir ensemble voilà, les différentes étapes, comment elle pouvait se préparer au mieux et surtout soulager ses enfants de décisions difficiles à prendre. Et elle avait 3 enfants, elle a toujours, puisqu'elle est toujours parmi nous, elle a 3 enfants. L'un d'entre eux était plus réfractaire à l'idée d'aborder ces sujets-là. Et ça le mettait très en colère. Il ne voyait pas l'intérêt de dépenser l'argent pour cette préparation. On verra bien le jour J, c'est pas la peine d'y penser. Et à ce moment-là, je suis dans le respect de la personne qui me sollicite et je fournis encore une fois tous les documents qui vont permettre aux enfants de comprendre l'intérêt de cette préparation et surtout de respecter ce que la maman a choisi. Généralement, ça se passe quand même plutôt bien. Mais ça peut être aussi une peur de la mort, une peur de la disparition de la personne à laquelle on tient et une mise à distance de ce moment quand il arrivera parce que, voilà, compliqué de faire face à cette éventualité. Bien entendu, la peur, la mort fait peur. Encore beaucoup. Mais maintenant encore, lorsque je parle de la mort, ou lorsque j'explique mon métier, les premières réactions sont « Ah, comment fais-tu » Quelle force, ou quel dévouement, c'est rien de tout ça. La mort fait partie de la vie. Et cette peur-là, elle est compréhensible. Mais c'est en osant regarder la mort en face que je peux extraire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la vie devient précieuse. Bien sûr. Parce que si je comprends qu'il y a une fin de parcours, ce temps qui me reste jusque-là devient précieux, primordial. C'est vivre dans le moment présent. Eckhart Tolle par exemple. Bien sûr. C'est être savouré et comprendre que rien n'existe que ce moment que nous sommes en train de vivre. Et c'est aussi pouvoir choisir ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce temps qui reste. C'est aussi pouvoir, si on est guidé, comprendre qu'il y a peut-être des choses à libérer, des choses à dire, positives ou moins positives d'ailleurs, pour que la personne qui va s'en aller puisse partir légère et que ce qui reste n'ait pas ses regrets, j'aurais dû lui dire, Exactement. J'aurais voulu lui dire. Je vais partager une expérience personnelle. J'ai eu une opération il y a 2 mois. Et durant cette opération bénigne, il y a eu un petit couac. C'est-à-dire que lorsque je suis remontée de la salle de réveil après l'anesthésie, le cœur s'est emballé et tout le monde a cru, enfin il y a eu une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc là, tout le monde s'affole, je passe je ne sais combien d'échographies, je pars à l'IRM, une batterie d'examens est mise en place, je sens mon cœur qui s'emballe et je me dis, et si c'était maintenant Et si c'était la fin Et ce qui est venu pour moi, c'était la tristesse de laisser mes proches. Et lorsque j'entendais cette phrase de la part des personnes que j'accompagne, une partie de moi me disait, en fait c'est de la peur. Ils ont peur de mourir et on prend le prétexte de je ne veux pas laisser mes enfants ou mon mari. En tout cas, mon sentiment était celui-là. D'accord. Mais pas du tout. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais mes enfants, ils ne sont pas prêts, mon mari. C'est ça. Et c'était réel, mais j'étais heureuse aussi, parce que je suis tellement persuadée que il y a un après. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que la conscience survit au corps. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je vais recommander à vos auditeurs de vous imprégner des films de Valérie Seguin, qui a
conçu des films documentaires, et si la mort n'existait pas, et si la mort n'était qu'un passage, l'âme, des documentaires magnifiques, dont le premier s'intéresse principalement à la communauté scientifique. Quelle est l'opinion des scientifiques sur le sujet? On ne penche pas d'un côté ou d'un autre. Vraiment, les deux versants sont proposés. Et notamment, ce neuroscientifique canadien, Mario Beauregard, qui a proposé un manifeste de conscience post-mortem, signé par une centaine de scientifiques, dont Philippe Guillemant, qui est peut-être un peu plus connu des auditeurs. Et cette croyance que j'ai, qui m'appartient, hein, je ne l'érige pas en vérité, mais cette croyance que j'ai me permet d'aborder le passage de l'autre côté du voile différemment. Et donc, j'étais heureuse de me dire, je rentre à la maison, vraiment. J'étais heureuse et en même temps triste. Donc oui, il y a des peurs. Celle-là, c'était la mienne, mais une des peurs les plus courantes en fin de vie, c'est les remords. C'est de se dire, le remords ou regret, les deux d'ailleurs. Oui, les deux. Les deux d'ailleurs. Mais de se dire, pourquoi j'étais en conflit avec ma fille? Pourquoi j'ai pas réussi à pardonner? Le pardon. Le pardon, c'est une clé de voûte de l'accompagnement. C'est l'un des grands regrets des personnes. De beaucoup de personnes. Parce que il y a dans la dernière partie de la vie, souvent, un moment de grâce, un moment où la conscience s'expanse un peu, où le cœur s'ouvre, et très souvent des personnes qui peuvent être ou dans la peur ou dans la colère, à ce moment-là, vont expérimenter un petit moment de gratitude, de béatitude. Et ce moment-là est tellement sacré, tellement merveilleux que je l'ai inclus dans le nom de l'association que j'ai créée, qui s'appelle La Grâce du Dernier Souffle. Oui. J'avais, il y a quelques jours, avec une patiente, une conversation sur la mort, sur la peur de la mort. Et justement, je lui disais que, parce qu'elle m'a dit, j'ai peur de la mort. Et je lui ai dit, personne n'a peur de la mort. En réalité, on a peur de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après. C'est-à-dire, justement, je vais laisser ma famille, mes enfants sont pas encore élevés, mon Dieu, et mon mari s'il s'en remet pas. Et puis, cette personne me disait, moi, je pense qu'il n'y a rien après. Et je lui expliquais que finalement, qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait pas quelque chose, dans l'absolu, c'est bien terminer sa vie, avoir dit aux personnes ce qu'on voulait leur dire, s'excuser si on a besoin de s'excuser, ou peut-être arranger une relation qui n'était pas bonne. Et je dis la deuxième partie, ce qu'il y a après, je dis ma foi, ça appartient à chacun. Alors, après, il y a d'autres personnes qui me disent, moi je pense qu'il y a quelque chose après, mais comme je ne sais pas ce que c'est, ça me fait peur. Voilà, donc c'est vrai qu'on va retrouver plusieurs cas de figure dans les projections, parce que bien souvent ce sont des projections, mais je pense qu'effectivement, parler, dire, dénouer les nœuds familiaux, autoriser aussi la famille. Moi, j'avais l'exemple d'une très bonne amie que j'ai accompagnée les 3 derniers jours de sa vie. Je suis restée avec elle à l'hôpital et elle était pas en bon terme avec sa sœur. Et je dis à sa sœur, mais même si c'est pour lui dire que tu es pas contente qu'elle se soit pas soignée, que tu aurais voulu qu'elle passe dans les mains des médecins, et ben voilà, je vais te laisser avec elle et dis-lui. Et elle était sous morphine, donc elle pouvait pas parler, mais voilà. Et la maman, elle, avait un Alzheimer, un bon début d'Alzheimer. Donc elle était assise comme ça à côté, elle regardait et personne ne lui parlait. Donc je suis allée la voir et je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a regardée, elle m'a dit,
c'est pas normal quand même. Mm. Alors comme moi je suis pareil en connexion, je lui dis pas normal que votre fille parte avant vous, parce que mon amie avait 50 ans, sa maman devait avoir dans les 80 et quelques. Elle m'a dit, ben oui. Alors, voilà, j'ai parlé un peu, puis je lui ai dit, mais vous savez, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui la toucher. Elle m'a dit, ah bon, je peux. Et là, elle s'est levée, elle lui a caressé la tête, et elle lui a parlé, ma petite chérie. Voilà, et c'était vraiment quelque chose de très très fort avec deux axes différents. Mais voilà, dans la nuit, mon ami est parti tranquillement. Voilà. Et c'est vrai que quand on en parle à des personnes, c'est pareil, moi j'ai eu cette réflexion. On m'a fait la réflexion de dire, oh là là, mais quel courage. Alors, bon, moi je suis connectée depuis l'enfance, donc là par contre, moi je dis, je sais. Ce qu'il y a de l'autre côté, je le capte, voilà, je le canalise, je discute avec les êtres quand ils ont quitté cette terre. Mais même si on n'a pas cette capacité-là, c'est un passage tellement important. Et puis, pour ceux qui restent, c'est un enrichissement. Vous allez me dire, vous, les exemples peut-être que vous avez pu avoir justement un peu particuliers avec des personnes, soit celles que vous avez accompagnées, soit celles qui sont restées. Mais effectivement, je pense pour moi que c'est un cadeau. Oui. Si on arrive à le traverser, parce qu'il y a quand même le deuil de toute façon. Bien sûr, mais ce temps-là que l'on peut avoir en amont va permettre de traverser le deuil de façon un peu plus sereine. Le deuil, c'est un traumatisme, c'est chaotique. Il y a plein de fausses croyances. Ça prend 3 jours ou une semaine ou un mois, mais un deuil, alors surtout, ne se fait pas. Ça se traverse. Voilà, un deuil se traverse, mais ne se fait pas. C'est vrai que je déteste cette expression qui tendrait à penser qu'il y a un début et il y a une fin. Et qu'à la fin, lorsque j'ai fini mon deuil, tout va bien. Non. La perte d'un être proche que l'on a aimé profondément, plus rien ne sera pareil après. La relation existe, elle se transforme, elle devient subtile, elle devient invisible, très connectée quand c'est possible. Mais nous ne sommes plus jamais les mêmes après. On a puisé, on a trouvé en nous des formes de résilience extraordinaires. Nous apprenons à nous connaître. Donc, de pouvoir avoir ce petit moment de reliance, de partage, de communication avec la personne avant qu'elle parte est un cadeau que nous lui faisons et que nous faisons aussi et qui va permettre une meilleure compréhension de la suite, en tout cas. C'est initiatique. Énormément, et les personnes qui ont pu être présentes dans les derniers instants de leurs proches l'expriment très bien aussi, de dire heureusement que j'étais là, quel merveilleux cadeau d'avoir été là dans les derniers instants. Il y a quelque chose que je voudrais dire qui est important sur le sujet, c'est une autre fausse croyance, il y en a plein de fausses croyances sur la mort. L'idée de la mort idéale, la belle mort. Ne pensez pas à une mort idéale, ne pas avoir de croyance là-dessus. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de mourir pendant mon sommeil, ça je l'entends beaucoup, ou bien sans souffrance. Parfois j'entends elle a eu une mort horrible, elle a énormément souffert, pourvu que je ne meure pas de cette façon-là. Évidemment, je n'ai pas envie de souffrir non plus. Par contre, si je projette que la mort devra être d'une certaine façon, et que lorsque j'arrive à cette étape, c'est pas ce que je vis, je vais me retrouver dans une détresse. Tandis que si de mon vivant j'adopte une attitude d'équanimité, c'est-à-dire j'accueille avec la même grâce ce qui est agréable ou désagréable. Évidemment que c'est pas facile, on n'y est pas tout le temps, c'est certain. Mais si déjà de mon vivant, je suis capable d'accueillir ce que la vie me propose. C'est ça. Le jour où je vais partir, tant mieux si je pars
dans mon sommeil. Oui. Mais s'il y a de la souffrance, je serai en mesure de l'accueillir. Et personnellement, avant je disais je veux mourir dans mon sommeil tranquillement. Mais pas du tout maintenant. J'ai pas envie de ça. Moi je veux de la conscience. J'allais dire la même chose. Je veux mes proches, mes enfants autour de moi. Je veux les sentir, les regarder, les toucher avant de partir. Pouvoir leur dire peut-être quelque chose, entendre ce qu'ils ont à me dire et avoir conscience du passage. Ça, c'est important. C'est être dans l'amour, encore une fois. L'amour, c'est la vibration de l'univers. C'est ce qui permet à l'univers d'exister. C'est la manifestation d'une source, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui n'est apparenté à aucune religion, évidemment. Et quand je vibre cet amour au moment où je quitte la Terre, mon passage sera plus facile. N'est-ce pas ? Tout à fait. Absolument. Et oui, puisque on peut partir à ce moment-là, on va dire justement sans regret, en sachant que tout a été réglé, que tout a été fait. Et ça rejoint toutes les étapes de ce que vous proposez dans votre accompagnement, que ce soit, je vais dire comme ça, la paperasse, que ce soit je veux ça mais je veux pas ça, ça aussi permet d'avoir une sérénité. Bien sûr. Je sais que, voilà, après, mes volontés vont être respectées, ce que je souhaite, une fois qu'il n'y aura plus que mon corps, bien que malgré tout, on prenne soin de mon corps de telle et telle façon. Donc oui, je pense que chaque étape de tout cet accompagnement que vous faites, chaque étape est une initiation. Une initiation pour pouvoir repartir d'où on vient, sereinement, en ayant, je dirais, c'est comme le diplôme de fin d'études. Hein, voilà, on sait que là, ben voilà, on a bouclé la boucle et d'une belle façon. Alors, dans la mesure du possible, bien sûr, et c'est pas parce que on n'a pas fait cet accompagnement qu'on va pas mourir de façon correcte, ou en tout cas, voilà, parce que il y a quand même quelque chose qui me semble, moi, aujourd'hui important, c'est que avant, la mort faisait vraiment partie de la vie. On veillait les morts, ils restaient à la maison, les enfants voyaient la grand-mère qui était décédée, les enfants allaient aux enterrements. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de patients ou de personnes qui me disent mais moi j'ai pas pu aller à l'enterrement de ma tata, ou est-ce que vous croyez que j'emmène mon enfant donc on le voit à l'hôpital aussi, je veux dire, quelqu'un décède, il va rester quoi, 1 heure dans la chambre et puis hop, très vite on l'enlève. Donc je pense que ça aussi fait que la mort n'est plus dans nos vies. Oui. Et c'est là où je pense que, enfin où je suis sûre que ces accompagnements, c'est primordial. C'est primordial pour que ça se passe le mieux du monde, quoi, on va dire. Alors justement, à ce propos, au sujet de la préparation, j'ai conçu un document, un livret, qui s'appelle « Mes souhaits pour après ». Et ce livret est né d'une expérience compliquée à la disparition de mon père il y a un peu plus d'1 an, qui est décédé à l'île de la Réunion. Et nous n'avions aucune information, aucune idée de bien immobilier, de mots de passe pour entrer sur son ordi, de compte en banque, aucune de ces infos. Et en plus, bon, il était quand même assez loin. Ouais. Et la succession a été extrêmement difficile. Donc en plus de la difficulté de perdre son père, il y avait toute cette paperasse, toutes ces investigations à entreprendre. Donc j'ai créé ce petit livret, Mes souhaits pour après, qui regroupe plusieurs volets. Le premier volet, c'est la fin de vie, c'est-à-dire comment j'ai envie de passer la dernière partie de ma vie. Est-ce que je préfère mourir à la maison dans la mesure du possible, ou bien à l'hôpital? Est-ce que je veux
être accompagné par une tanadoula, un autre membre de la famille, par un membre religieux. Donc tout ça est consigné. Les directives médicales anticipées, on n'en a pas parlé, primordiales, c'est-à-dire si je ne suis plus en capacité d'exprimer mes choix médicaux, je les ai consignés par écrit et une personne de confiance, la personne référente, peut aussi témoigner de ses choix. Par exemple, parce que ça peut ne pas être clair. Et je précise quand même pour nos auditeurs que c'est quelque chose qui est autorisé depuis que la loi Leonetti et que vous avez tout à fait le droit, même dans un hôpital, de l'exiger pour la fin de vie, pour qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, même dans le cas où les dernières volontés n'auraient pas été écrites, justement. Et de toute façon, avant une opération, on nous demande maintenant, si nous les avons. C'est vraiment, c'est systématiquement demandé. C'est demandé maintenant. Donc c'est important, par exemple, si pour sauver ma vie, il est important, enfin il est primordial de faire une trachéotomie, et que donc je vais rester avec un trou dans la gorge toute ma vie sans la capacité de m'exprimer. Si je ne le veux pas, je le consigne. Tout à fait. Et il vaut mieux l'avoir fait en amont, parce que si mes enfants doivent prendre cette décision, c'est très lourd pour eux. C'est pas possible. Bien sûr. Et toutes ces actions d'anticiper, c'est un acte d'amour pour nos proches. Absolument. Donc, directive anticipée. Ensuite, il y a une partie sur le funéraire. Est-ce que je souhaite une crémation, un enterrement? Est-ce que je veux un cercueil? Comment je le veux? Est-ce que je vais être habillée d'une certaine façon? Les musiques, tout ce qui va me tenir à cœur sur cette partie-là, de me projeter dans mon propre enterrement. Est-ce que je veux des fleurs ou pas? Par exemple, moi, je n'aime pas les fleurs. Je les regarde mourir, j'aime pas ça. J'adore les plantes, par exemple, mais j'ai aucune envie que mon cercueil soit envahi de fleurs que je n'aimais déjà pas de mon vivant. Par contre, 2 coupes de champagne, ça m'irait bien. Donc, tout ça est consigné. Et ensuite, il y a la partie administrative. Quels sont mes comptes en banque? Quels sont mes mots de passe? Est-ce que j'ai des biens immobiliers? Le numéro de téléphone du notaire, des assurances vie, des animaux, numéro de téléphone du veto, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour mon chat, pour mon chien. Et le dernier volet qui me tient à cœur aussi, c'est le testament de vie. C'est pas une autobiographie, mais c'est aider la personne dans la rédaction de ce que la vie lui a enseigné. Des notions, des expériences, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, ça peut être un texte assez court ou un petit peu plus long. Donc tout ça est réuni dans cette pochette, avec un certain nombre de feuillets, et tous les documents sont là-dedans. Lorsque je meurs, il y a tout là-dedans. Et les proches n'ont plus à se poser de questions. Ils n'auront qu'à gérer leur émotionnel, ce qui est déjà un grand travail. Et quelque chose. Alors Anna, est-ce que vous pourriez nous donner 1 ou 2 exemples de... Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on accompagne les personnes en fin de vie, on reçoit soi-même, en tant qu'accompagnant, bien souvent, de très beaux cadeaux. Il se passe vraiment de très belles choses. Est-ce que vous auriez... Alors oui. J'ai un exemple qui m'a profondément interpellée. C'était peut-être il y a 1 an. C'est une dame, on l'appelait Marie-Vonne, qui souffre d'Alzheimer, qui parfois est là, parfois elle n'est pas là. Parfois on arrive à échanger, questions fermées. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez mal? Et elle était dans son fauteuil et j'arrive, je me mets en face d'elle, je fais un petit protocole d'approche et elle regarde constamment sur ma droite. Elle est tout le temps en train de faire ce mouvement. Donc je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un à ma droite? Elle me dit oui. Ok. Je repose une autre question plus pratico-pratique pour voir où elle en est quand même au niveau de sa présence. Je lui demande, mais vous avez froid, Marie-Vonne? Elle me dit non. Vous avez faim? Il y a Jim, votre mari, qui vient voir tout à l'heure? Oui. Ok. Comment elle s'appelle, cette personne à côté de moi? Et elle me dit Anna. Alors,
Je me dis, bon, en fait, elle parlait de moi. Je dis, oui, c'est moi. Elle me dit non. Anna, non, elle me dit non, grand-mère. Et ma grand-mère maternelle s'appelait Anna, même si je ne l'ai jamais connue. Elle s'appelait Anna, ma mère m'a donné le nom de ma grand-mère. D'accord. Et là, j'ai posé plein de questions après. Mais non, après, c'était pas possible. J'ai pas obtenu de réponse. Mais donc, apparemment, ma grand-mère Anna était présente à mes côtés. J'ai un autre exemple aussi qui m'a interpellée. Il est arrivé un monsieur qui était grabataire, qui avait une certaine corpulence, je pense qu'il faisait une centaine de kilos. Et je l'ai accompagné avec l'équipe soignante dans sa chambre. Et je lui ai dit, bon, je vous laisse vous installer, je repasse tout à l'heure. Peut-être 1 heure après, je suis venue le voir. Et je lui ai demandé, bon, voilà, tout va bien. Il me dit, oui, je pense que je vais bien me plaire. J'aime beaucoup la déco. Je regarde dans sa chambre, il n'y a pas de déco du tout. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous aimez bien dans la déco? Il me dit, bah, le tableau avec les bateaux. Il n'y a pas de tableau. Il me dit, si, dans la chambre du dessous. Je lui dis, mais comment vous êtes allé dans la chambre alors? Il me dit, oui, c'est facile. Je me suis laissé glisser, vous devriez essayer. Il me dit, c'est possible, vous pouvez le faire. Et il m'explique, mais je n'en pense rien dans l'instant. Dès l'entretien terminé, je me dépêche, je vais dans la salle qui est dessous. Et effectivement, un monsieur était là, et il avait une bataille navale, un grand tableau qui était là. Encore un exemple de... Mais là, on revient à ce qu'on parlait en début d'interview, c'est-à-dire quand vous-même vous faisiez des sorties, on appelle sorties du corps, sorties astrales. Oui, bien sûr. Ce monsieur apparemment était peut-être entre deux, commençait peut-être à partir. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des corporations qui se font. Avant, oui. Il a survécu longtemps après ça. Je pense qu'il avait juste cette capacité. Par contre, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, lorsqu'on arrive à la fin de sa vie, très souvent, nous voyons des membres de notre famille. Absolument. Et les proches, le plus souvent, personne n'en parle, de toute façon, parce que les gens ont bien conscience que c'est un sujet un peu tabou. Mais j'ai une dame, par exemple, qui est décédée il y a 2 mois environ, qui me disait, je vois ma fille, sa fille était décédée d'un cancer 1 an. Auparavant, elle avait été inconsolable. Elle me dit, je la vois, elle s'assied sur mon lit, elle me regarde, mais elle ne parle pas. Je lui dis, mais vous avez essayé de lui poser des questions? Elle me dit, non, moi, ça me fait très peur. 1 mois, elle a vu sa fille, et à un moment donné, elle m'a dit, bah non, ça y est, je ne la vois plus. 15 jours après, elle était partie. L'année dernière, j'ai perdu ma maman. L'après-midi, juste avant son décès, parce qu'elle est décédée dans la nuit, elle était vraiment, elle partait, elle revenait, et à un moment donné, elle a regardé mon père, elle me regarde, elle me dit, c'est qui est à côté de Max? Et il était devant une fenêtre, donc il n'y avait personne. Je lui dis, tu vois quelqu'un? Elle m'a dit, oui. Je dis, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour te voir. Et peut-être 1 heure après, elle me regarde et je vois ses yeux qui se déportent à côté de moi et elle me repose la question. Elle me dit, mais c'est qui est à côté de toi? Je lui ai dit, c'est comme tout à l'heure, maman, je pense que c'est quelqu'un qui vient pour t'accompagner. Voilà. Et elle connaît mes capacités, donc, et elle est partie elle est décédée dans la nuit. Donc, c'est comme si la frontière entre le monde concret, matière, et le monde dit invisible se dissout au moment du passage. Et on voit aussi de l'autre côté. Tout existe en même temps. On ne se rend pas compte. On ne sommes pas que toutes les deux. Mais non, là, non. Surtout aborder ces sujets. Mais bon, oui, c'est un monde qui est un peu pour eux, en fait. Et dans ces instants-là, c'est important de pouvoir offrir cet espace de parole à la personne. Lorsqu'on me demande qu'y a-t-il après la mort, je reste très prudente parce que je n'ai pas envie d'imposer ou de mettre des idées.
lorsque la personne me dit non, mais moi je crois qu'il y a ça, ça, ça ou ça, Là, c'est différent. donc là je peux m'engager, je peux aller aussi loin qu'elle le C'est souhaite ça. dans l'explication de ce qui peut venir après. Mais il y a un point aussi qui me semble important, c'est que lorsque les personnes ont des maladies, des troubles du comportement, Dégénérescence. dégénérescence, Oui. merci. Si j'ai pu discuter avec elles en amont et que petit à petit je les accompagne, malheureusement leur présence est de moins en moins là, je dis très souvent, soyez attentive à la lumière. Parce que si on a une petite idée, lorsque nous avons une idée de ce qui se passe après, lorsque nous l'avons déjà entendu, il y a un effet de surprise qui est moindre. Et surtout, lorsque j'avais une dame, par exemple, qui franchement ne savait plus comment elle s'appelait, elle ne savait pas où elle était, c'était vraiment très très compliqué pour elle. Et je l'accompagnais toujours de la même façon, je m'approchais, je lui disais je suis, je lui disais ah, Anna, ah, Anna. Et un jour, je lui dis je suis, ah, elle me dit na, Anna. Et elle pleurait de joie de se souvenir d'une seule chose. Et je lui disais toujours, quand ce sera le moment, il faudra aller vers la lumière, la lumière, la lumière. Et à la fin, cette dame qui ne savait même plus comment elle s'appelait, pouvait me dire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Lumière. Et je me dis peut-être que dans son passage, qui n'est pas simple, parce que les personnes ont eu des troubles neurodégénératifs, peut-être que ce mot-là est resté. Que ce sera la lumière qui a éclairé son passage. Et qu'elle va pouvoir, ça va pouvoir être facilité. Anna, vous enseignez, vous avez créé une formation de Tanadoula. De Tanadoula. Alors c'est une formation sur l'accompagnement fin de vie. C'est pas une formation de Tanadoula, c'est un volet du métier de Tanadoula. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu à nos auditeurs? Bien sûr. C'est transmettre. Je parle de transmission expérientielle, c'est-à-dire que je partage mon expérience au travers de 4 week-ends de transmission durant lesquels nous allons aborder les différents aspects que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt. Donc il va y avoir une partie de toucher, comment j'apprends à toucher l'autre, à manipuler un corps. Il va y avoir une partie qui va être en lien avec mon métier de sophrologue, la respiration, le souffle. Comment le souffle m'accompagne moi-même, parce que je vais avoir besoin de gérer mon émotionnel, ma relation à la mort. Donc il y a cette première partie-là, et comment j'accompagne les personnes dans la gestion du stress ou de la douleur avec la sophrologie, avec le souffle. Il y a une partie sur l'écoute. En fait, le silence. Comment j'arrive à me taire? Alors moi, je suis un peu bavarde, donc c'est pas toujours facile. Mais comment je me tais? Comment je comprends que là, j'offre un espace à la personne lorsque je fais silence à l'intérieur de moi. Et évidemment, durant la formation, nous allons évoquer les différentes étapes de la fin de vie, le positionnement, comment accompagner les proches. Donc c'est toute cette partie-là, sous forme de 4 week-ends ou bien une semaine complète, que je propose au grand public. Mais pas que, et ça c'est une toute première, dont vous avez la teneur, je conçois également des modules plus courts pour les professionnels. Donc, par exemple, j'ai été sollicitée pour sensibiliser les éducateurs d'un ESAT, qui est un lieu pour des personnes adultes qui présentent des troubles physiques et cognitifs, et ces résidents-là traversent des deuils de leur famille, et les éducateurs se sentent un petit peu en difficulté. Donc, je vais proposer une semaine de formation de sensibilisation au deuil, pour des personnes qui sont dans le handicap. Donc j'ouvre maintenant le volet aux professionnels. Anna, merci beaucoup pour tout ça, parce que c'est vraiment c'est très riche. J'ai envie de dire c'est très vivant.
Oui, C'est très vivant. et ça peut être aussi Oui, joyeux. Ça peut, voilà. ça peut être aussi joyeux, complètement. Dernière chose, Allez-y. avant que j'oublie, nous proposons avec mon mari des cercles de parole 2 fois par mois. C'est important que je propose au sein de mon association, dans laquelle il y a aussi des projections de films, des conférences. Mais ces cercles de parole, nous les avons appelés paroles de vivant. C'est 2 fois par mois, ici même, à Valoris et à Vence aussi. C'est ouvert à tout le monde, que vous soyez dans la maladie, dans le deuil, que vous ayez envie de vous préparer à cette dernière étape ou simplement envie de partager, de communiquer, d'avoir des conseils ou une simple reliance aussi. Petit à petit, le groupe se soude. C'est aussi quelque chose que je propose et qui me tient. Magnifique, magnifique. Anna, merci beaucoup. Merci Valérie. C'était une immense joie que de pouvoir parler de ce merveilleux métier. Merci. Alors, pour nos auditeurs, eh bien, j'espère que toute cette interview vous aura grandement inspiré. Comme d'habitude, à la fin de l'interview, vous allez retrouver les coordonnées d'Anna que vous pourrez contacter. Vous pouvez aussi poser des questions sous la vidéo. Elle se fera un plaisir de vous répondre ou bien de la contacter directement. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre interview. Et en attendant, prenez soin de vous.